Le mystère de la tribu Ho-Chunk. D'après un podcast de Mr. Ballon. Il y a des centaines d'années, un jeune guerrier autochtone marchait vers le centre de son village. Le village se trouvait dans une région de collines ondulantes et de forêts denses, ce qui correspond aujourd'hui au comté de Richland, dans le Wisconsin. Il appartenait à la nation Ho-Chunk, un peuple pour qui ces terres étaient le foyer. Ce jeune homme fort et courageux avait été convoqué par le chef de la tribu, et en avançant vers la place centrale, il avait déjà une idée de la raison. Et effectivement, en arrivant, il vit le chef entouré de 9 des hommes les plus solides et les plus braves de la tribu. À cet instant, il sut que son intuition était la bonne. 2 jours plus tôt, 3 garçons, des adolescents de la tribu, étaient partis chasser le cerf dans la forêt autour du village, et n'étaient jamais revenus. 48 heures s'étaient écoulées, leur famille était paniquée, elle suppliait le chef d'envoyer une expédition pour les retrouver. Le chef au départ avait temporisé. Il n'était pas exceptionnel que des chasseurs, même jeunes, restent dehors un jour ou 2. Mais les familles, elles, disaient avoir un mauvais pressentiment. Alors, au bout de 2 jours, le chef céda. Il alla envoyer une équipe de recherche et il demanda aux jeunes guerriers de diriger l'expédition. Il serait responsable des 9 autres hommes. Le guerrier, au fond, trouvait que c'était peut-être excessif. 10 hommes pour retrouver 3 adolescents qui, selon lui, étaient sûrement en train de camper quelque part, mais il ne voulait pas contredire le chef, et il accepta. Ils prirent des armes, un peu de nourriture, de l'eau, sans savoir combien de temps ça durerait, puis firent leurs adieux et quittèrent le village par le sentier habituel, celui que tous les chasseurs empruntaient. Le chef de l'escouade était lui-même un chasseur expérimenté. Très vite, il repéra les traces de 3 garçons. Au début, il se dit « Parfait. On suit la piste, on les retrouve, on leur passe un savon et on rentre. » Sauf que plus ils avançaient, plus quelque chose clochait. Les traces quittèrent le sentier principal et s'enfoncèrent dans une zone qui n'était pas réputée pour la chasse. Or, la tribu connaissait la région comme sa poche. Les meilleurs coins, les passages, les zones giboyeuses, tout était maîtrisé. Et pourtant, les garçons étaient partis ailleurs, et sur des kilomètres. Autre détail troublant, à aucun moment les traces ne montraient qu'ils s'étaient arrêtés. Pas de pause, pas d'immobilité. Rien qui évoquait un affût ou une traque de cerf. On aurait dit qu'ils marchaient avec une idée fixe, une destination. Le guerrier garda ses inquiétudes pour lui, et il continua. Après des heures, ils arrivèrent au sommet d'un ravin. En regardant en contrebas, ils comprirent qu'ils étaient allés si loin et si hors des trajets connus qu'ils entraient dans un endroit où aucun d'entre eux n'avait jamais mis les pieds. Mais les traces descendaient dans le ravin. Alors, ils les suivirent. En bas, les arbres s'éclaircirent, et là, devant eux, ils virent une ouverture, l'entrée d'une grotte, noire, béante, impossible de distinguer jusqu'où elle s'enfonçait. Les traces des adolescents y entraient, mais aucune trace n'en ressortait. Ils approchèrent. Il faisait presque nuit, mais il restait assez de lumière pour voir que la grotte continuait loin avant de sembler bifurquer. On ne voyait rien à l'intérieur, aucun garçon. Le guerrier sentit une appréhension lui serrer le ventre. Il ne connaissait pas cette grotte, il ne connaissait pas cette zone. Les garçons étaient peut-être blessés, ou pire. Un prédateur pouvait se cacher là-dedans. Il prit une décision. Il envoya 2 hommes entrer pour reconnaître les lieux. Les autres resteraient dehors. Les 2 hommes pénétrèrent dans l'obscurité en appelant les adolescents par leur nom. De l'extérieur, le groupe les regarda avancer, puis disparaître dans le noir. Mais on pouvait encore les entendre crier. Aucune réponse. Et puis, à peu près au moment où ils disparurent entièrement, leurs voix cessèrent aussi. Silence total. 5 minutes. 10. 15. Toujours rien. Pas un bruit. Alors le guerrier demanda aux autres de rester à l'entrée, et fit quelques pas dans la grotte, juste assez pour que sa voix porte. Il appela les 2 hommes par leur nom. L'écho lui répondit, mais pas eux. Et puis il entendit quelque chose. Un gémissement, très lointain, qui semblait d'abord venir d'une seule gorge, puis de plusieurs, superposés, comme un chant qui s'épaissit. Et d'un coup il comprit. Ce n'était pas un cri, c'était un chant.
un chant bien particulier et connu des Ho-Chunk, celui que les guerriers entonnaient avant de mourir, le chant de la mort. En l'entendant, les 7 hommes derrière lui s'agitèrent, prêts à se ruer à l'intérieur. Qu'est-ce qu'on fait? On doit y aller. Il y a quelque chose qui ne va pas. Avant même qu'il ait le temps de donner un ordre, 6 hommes foncèrent dans la grotte en hurlant les noms de leurs frères. Ils disparurent dans le noir. Le chant continuait à résonner sur les parois, puis soudain, plus rien. Le chant s'arrêta, et leurs cris aussi. Silence. Puis le chant reprit, plus fort, plus dense. Ce n'était plus 2 voix, c'était un chœur, un martèlement rythmique qui semblait remplir tout le ventre de la grotte. Le guerrier n'avait plus un homme avec lui à l'entrée, et il devait choisir, entrer ou mourir avec les autres, ou partir prévenir le village, au risque de passer pour un lâche. Logiquement, il comprit. S'ils y allaient maintenant, ils ne ressortiraient pas, et personne ne saurait jamais ce qui s'est passé. Alors, contre tout ce qui le constituait, ils tournèrent les talons et ils coururent, des kilomètres, jusqu'au village. Quand ils arrivèrent, il faisait nuit. Ils expliquèrent tout au chef, et ce dernier déclara « Demain, à la première lumière, nous y retournons, et nous les ramènerons. » Au petit matin, le chef, les 2 survivants et une centaine de membres du village partirent vers la grotte. À l'arrivée, rien n'avait changé. Les traces entraient toujours, mais aucune ne ressortait. Le chef annonça alors son plan. « Nous n'entrerons pas par petits groupes. Nous irons tous ensemble. Une seule ligne. On se tient par la main. Personne ne lâche la personne à sa gauche ou à sa droite. » Les 2 survivants mèneraient la chaîne, suivant la direction d'où ils avaient entendu les chants. Le guerrier trouva l'idée brillante. Ensemble, attachés, personne ne pouvait disparaître sans que le reste s'en aperçoive. L'homme qui était revenu avec lui, la veille, se plaça en tête. Le guerrier se mit second, et derrière eux, près d'une centaine de personnes, mains liées, une ligne vivante. Puis, ils entrèrent. Au bout d'une 50aine de pas, la grotte tournait brusquement à droite. Jusque-là, un peu de lumière filtrait encore. Mais après le virage, c'était le noir absolu. Ils avancèrent à tâtons, lentement, serrant les mains comme des ancres, tandis que l'homme de tête appelait les noms des disparus. Toujours aucune réponse. Et plus ils progressaient, plus les parois semblaient se resserrer. Puis au loin, le chant recommença. D'abord bas, lent, puis plus fort, plus vite, plus lourd. Le chant de la mort. Il gonfla, roulant sur la pierre, vibrant dans leur poitrine. Et là, le guerrier sentit la main de l'homme devant lui se relâcher. En une fraction de seconde, la prise se brisa. Il tendit la main pour le rattraper, mais il ne sentit plus rien. Ni bras, ni corps, ni souffle. Comme s'il s'était volatilisé. Alors le guerrier se retrouva en tête de la ligne. Il voulut stopper, faire demi-tour, hurler aux autres de fuir. Mais il sentit comme une force qui le tirait plus loin, et avant même de comprendre, il ouvrit la bouche, et il se mit, lui aussi, à chanter le chant des morts. Pendant ce temps, dehors, le chef, qui n'était pas entré avec la ligne, et quelques autres étaient restés à l'entrée. Ils entendaient vaguement du bruit sans distinguer grand-chose. Puis ils perçurent une agitation brutale, un chaos qui montait depuis les entrailles de la grotte. Et soudain, des gens jaillirent à l'extérieur en courant, terrorisés, hors d'eux. Ils déboulèrent comme s'ils fuyaient quelque chose d'invisible. Le chef les rassembla et fit compter les présents. Plus d'une douzaine de personnes manquaient à l'appel. Et la grotte, qui quelques minutes plus tôt vibrait d'un chant et d'une panique, était redevenue silencieuse. Le chef conclut qu'il y avait là quelque chose de mauvais, un esprit, une présence, une force qui avalait les gens. Il interdit à quiconque de remettre les pieds dans la grotte. Leur seul espoir désormais était que les disparus ressortent un jour d'eux-mêmes. Ils repartirent brisés, mais les jours passèrent, puis les semaines, puis les mois, et personne ne ressortit. Et l'absence de corps, l'absence de certitude, empêchait toute forme de deuil. Alors, finalement, le chef prit une dernière décision. Ils scellèrent l'entrée avec d'énormes rochers. Ils bloquèrent la grotte entièrement. Un tombeau, et la promesse que ce tombeau ne prendrait plus personne. Cette histoire, les Ho-Chunk se la transmirent pendant des générations. Une légende? Peut-être. Un mythe?
Peut-être. Jusqu'à ce qu'en 1930, une découverte glaçante ait lieu. Un homme du nom de Paul Seafort, antiquaire dans le comté de Richland, avait une habitude. Il partait randonner dans les bois pour chercher des artefacts autochtones, des pointes de flèches, des poteries, des objets perdus, qu'il pouvait ensuite vendre dans sa boutique. Un jour, alors qu'il s'aventurait hors des sentiers, il tomba sur un ravin. Il descendit, et arrivé dans une petite clairière, de l'autre côté sur la pente, il vit quelque chose qui ressemblait à un petit mémorial, un empilement de roches anormales couvert de mousse et d'herbe. Il s'approcha et commença à dégager les pierres. Très vite, il comprit que ce tas de roches avait été placé là, délibérément. En retirant suffisamment de pierres, il révéla l'entrée d'une grotte. Il lui fallut du travail pour ouvrir un passage assez large, mais il y parvint. Une fois à l'intérieur, il se dit « Pourquoi bloquer une grotte comme ça? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans ?» Et excité à l'idée de trouver des trésors, il repartit chercher des fournitures, notamment une lanterne, puis revint explorer. Il marcha jusqu'à l'endroit où la grotte tournait à droite. Il prit ce couloir. Le plafond descendit de plus en plus bas, au point qu'il dut ramper. Et juste au moment où il se disait « C'est trop étroit, je ne passerai pas », il se glissa sous une partie très basse, et d'un coup tout s'ouvrit, comme une cathédrale sous terre, une immense salle. Il leva sa lanterne, et il vit sur le sol des rangées nettes de squelettes humains. Ils étaient tous disposés de la même manière, à genoux, les mains au-dessus de la tête, comme inclinés, comme en pleine prière. Il y en avait trop pour les compter rapidement. Puis il dirigea la lumière vers ce vers quoi tous ces corps semblaient tourner. Taillé dans la roche un énorme siège, comme un trône. Il était vide. Paul sentit la peur lui mordre la nuque. Il ne prit rien. Il ne chercha pas plus loin. Il tourna les talons et s'enfuit, rampant, courant et quittant la grotte aussi vite que possible. Et s'il connaît cette histoire, c'est parce qu'après ça, Paul contacta un journal local, le Milwaukee Journal, et raconta ce qu'il avait vu. Le journal publia l'histoire, des squelettes, un trône et une grotte scellée, et des échos troublants avec la légende Ho-Chunk. Et depuis 1930, et jusqu'à aujourd'hui, il reste deux questions. Qu'est-il arrivé à toutes ces personnes? Et surtout, qui ou quoi était assis sur le trône? Here together, and at some point I tried to bite her. But like friendly bite. I recently saw a GIF from that. Yeah, yeah, I did. It's Yeah, like Annie's not food. yeah, Annie's not food. Yeah, Yes. Oh, yeah, I need to pin it too. yeah. There you go. I'm And sorry. did you see the? I hope I Annie's didn't friend? scare you. Friend, I mean. Sorry? Have you seen the follow-up that says Annie is friend? Yeah, yeah. I think so. Yes. Okay. Yeah, it's very good. Hold on, give me But yeah, one we're doing some Where Winds Meet together. Yep. We are #sponsored, Mhm. meaning we got links that you guys can click. And that below the helps panel. us a lot if you click. It does help us a lot, indeed. But we're doing a bit of a special thing this time. Yep. We are gonna play the game, and we have sort of a